Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus ce soir et d'avoir répondu aussi massivement à notre appel. Nous clôturons en effet l'année en beauté, car nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'actuel maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, Alain Juppé. Monsieur Juppé, c'est un réel honneur que vous nous faites en ayant accepté notre invitation et en venant débattre avec nous ce soir. Merci d'être avec nous et bienvenue à Dauphine. Il est d'usage à DDD de procéder dans un premier temps à une présentation de l'invité. Celle-ci sera effectuée par Audrey Roll, membre de l'association. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Laurent Batch, président de l'université. Bien, merci Chloé. Monsieur le Premier ministre, mon rôle ici est bref parce que vous êtes reçu à l'invitation d'une organisation étudiante et donc mon devoir est de m'effacer. Je voulais simplement vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue et me réjouir du succès répété des invitations aux dirigeants politiques que lance Dauphine Discussion Débat. Donc bravo aux étudiants, bravo à DDD et encore une fois, bienvenue Monsieur Alain Juppé à Paris-Dauphine. Bonsoir à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui assister à ce débat dans notre bel amphithéâtre organisé par Dauphine Discussion Débat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'actuel maire de Bordeaux et l'ancien Premier ministre, M. Alain Juppé. Alors, M. Juppé, en effet, comme l'a dit Chloé, il est d'usage à Dauphine Débat de procéder à une présentation de notre invité afin de cerner son parcours, ses faits d'armes, ses idées. Nous ne dérogerons pas à la règle aujourd'hui et vous aurez le loisir de réagir à cette présentation. Vous êtes donc né en 1945 dans une région qui sent bon la Gasconnade et le confit de canard, les Landes. Après des études secondaires brillantes à Mont-de-Marsan, vous intégrez, en 1962, la classe préparatoire du lycée Louis-le-Grand à Paris, pour finalement décrocher le triptyque tant convoité, l'agrégation de lettres de l'ENS en 64, Sciences Po Paris en 68, l'ENA, dont vous sortirez diplômé en 72. Vous découvrez les arcanes du pouvoir en intégrant l'inspection générale des finances pendant 4 ans. Mais c'est véritablement par votre rencontre avec Jacques Chirac, alors Premier ministre en 76, que vous entrez dans l'arène politique. Lui, le mentor, vous, le collaborateur loyal et le soutien sans faille. Si vous vous portez candidat aux élections législatives sous l'étiquette RPR, sur vos terres à Mont-de-Marsan, en 78, c'est à Paris que vous vous imposerez en politique en étant élu député à partir de 86 et en travaillant comme adjoint à la mairie de Paris. Sous la première cohabitation, les portefeuilles ministériels se succèdent, le budget, puis les affaires étrangères. L'année 95 s'avéra être pour vous un cru exceptionnel. Tout d'abord, votre soutien indéfectible à Jacques Chirac, élu président de la République, est récompensé. Droit dans vos bottes, vous devenez Premier ministre de 95 à 97. Ensuite, cette même année, vous succédez à Jacques Chaban-Delmas, à la mairie de Bordeaux, avec la volonté d'en faire une métropole européenne résolument tournée vers l'avenir. Enfin, vous êtes considéré comme, je cite, « le meilleur d'entre nous » au sein du RPR, dont vous conserverez la présidence par intérim. Bon, 1995, c'est aussi l'année des grandes grèves, suite à votre plan sur les retraites et la sécurité sociale, mais là, peu de chances que notre Assemblée du jour s'en souvienne. Vous poursuivez votre enracinement dans les terres bordelaises grâce à votre élection en tant que député de la Gironde en 97. La première partie des années 2000 seront marquées par votre éloignement de la vie politique française après avoir quitté vos fonctions parlementaires, municipales et partisanes. Mais attention, les phénix peuvent toujours renaître de leurs cendres et les grands fauves politiques ne renoncent jamais. Monsieur Juppé, vous en êtes l'exemple parfait et vous le reconnaissez vous-même dans un trait d'esprit fameux, je cite, « En politique, on n'est jamais fini, regardez-moi ». Une petite phrase, d'ailleurs récompensée par le Grand Prix 2014 du Presse Club Humour et Politique. Ainsi, de retour en France et en grâce, vous reprenez la tête de la mairie de Bordeaux en 2006. En parallèle, apportant votre soutien à Nicolas Sarkozy en 2007,
Vous réintégrez alors les plus hautes sphères du pouvoir à la tête de plusieurs gros ministères. L'écologie en 2007, la défense 2010-2011 et les affaires étrangères 2011-2012. Votre stature d'homme d'État et de sage n'est donc plus à démontrer. Monsieur Juppé, vous croyez profondément en votre destin présidentiel et c'est finalement la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 qui va vous pousser à révéler votre ambition élyséenne. Durant l'été 2014, vous annoncez être candidat aux primaires de 2017. La rivalité avec l'ancien chef d'État est affichée. Viscéralement attaché aux valeurs républicaines et européennes, chiracien convaincu, vous désirez redonner par votre candidature un cap à vos compatriotes déboussolés. Apaiser, rassembler, réformer sont des mots d'ordre qui rythmeront votre campagne à venir. Par votre mouvement d'initiative citoyenne Agir pour la France, vous souhaitez mettre le citoyen au cœur de l'élaboration de votre programme. Votre grand retour sur la scène politique nationale est salué par les Français, puisque vous faites figure, pour l'instant, de grands favoris pour les primaires selon de nombreux sondages. Le magazine branché GQ vous désigne même homme politique de l'année 2014. Venu chercher en personne votre prix, vous avez ce soir-là ironisé. Si jamais j'avais eu vraiment le choix, j'aurais choisi le millésime 2017. Justement, 2017. La cuvée Juppé? En tout cas, la question est posée. En attendant, Monsieur Juppé, bienvenue à Dauphine. Je ne sais pas. J'essaye de trouver la bonne marche. Mesdemoiselles, messieurs, merci de m'accueillir dans cet établissement d'excellence qu'est l'Université Dauphine. Je voudrais remercier votre président de m'avoir accueilli à l'instant même. Quand je parle d'université d'excellence, je choisis le mot à dessein puisque, vous me le rappeliez, Monsieur le Président, Dauphine a été retenue par la commission que j'avais l'honneur de présider avec Michel Rocard parmi les 3 premières IDEX, initiatives d'excellence en France, Dauphine avec quelques autres établissements parisiens, Strasbourg et naturellement Bordeaux. Merci aussi aux organisateurs de cette rencontre. Pour moi, c'est toujours un moment de plaisir de me retrouver devant un public de jeunes étudiants, aussi nombreux que ce soir, parce que ça donne de l'énergie. Merci pour le portrait que vous venez de tracer et auquel je n'ai rien à changer. Il était tout à fait exact, sinon exhaustif. On pourrait en rajouter. Je crois que la règle du jeu, c'est que je vous parle en guise d'introduction assez brièvement, de façon à laisser le plus de temps possible au dialogue et aux questions. Cela a été dit tout à l'heure, j'ai décidé de me préparer à être candidat aux élections présidentielles de 2017. Et en quelques mots, je voudrais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que j'aime la France, parce que je crois en elle, et parce que je ne me résigne pas à la voir décrocher, comme elle décroche aujourd'hui. Je veux que notre pays tienne son rang, qui est un des tout premiers, en Europe et dans le monde, et je veux aussi en même temps que les Français retrouvent le bonheur de vivre ensemble, ce que j'ai appelé dans un texte récent une identité heureuse. Voilà, résumé en quelques mots, mon projet et l'ambition que je souhaite partager aux Français pour la décennie qui vient. Alors bien sûr, je ne suis pas naïf, et je vois bien quel est l'état du pays aujourd'hui. Il n'incite pas à l'euphorie. D'abord, notre situation économique n'est pas bonne. J'entendais encore ce matin à la radio une brève chronique indiquant que le taux de marge des entreprises françaises baissait et qu'il était sensiblement inférieur à celui de nos grands partenaires européens, ce qui explique le peu de dynamisme de notre croissance économique. Et tout cela dans une conjoncture qui est pourtant exceptionnellement favorable, avec un argent bon marché, un pétrole bon marché et un euro bon marché. À cela s'ajoute, évidemment, je reviendrai sur tout cela en réponse à vos questions si vous le souhaitez, ce que j'appellerais une véritable crise morale et politique, avec un gouvernement qui n'a pas véritablement de majorité cohérente et qui n'a plus le soutien populaire, on l'a encore vu dimanche dernier, des partis politiques et une classe politique, je ne sais pas si c'est vraiment une classe, mais disons un monde politique
qui font la bouger d'un rejet assez marqué dans l'ensemble de l'opinion, et la montée des extrêmes, qui est un peu le symptôme de cette crise morale et politique, des extrêmes qui finissent par se rejoindre. D'ailleurs, extrême gauche, extrême droite. Je n'évoquerai pas la situation autour de nous, dans le monde qui nous entoure, pour ne pas trop noircir le tableau, mais quand même, je ne peux pas ne pas évoquer le chaos au Proche-Orient, on y reviendra peut-être, la guerre à 2h30 ou 3h de Paris, en Ukraine, le terrorisme un peu partout, et notamment au Sahel, et, cerise sur le gâteau, si je puis dire, une autre menace, peut-être moins prégnante dans l'immédiat, mais tout aussi lourde pour l'avenir, le changement climatique, bien sûr, et la préparation de la COP21 à Paris au mois de décembre prochain. On en dira peut-être un mot. Eh bien, malgré tout cela, j'ai pleinement confiance dans l'avenir de la France. Parce que lorsque je regarde un peu la situation de notre pays, je me rends compte aussi qu'il a dans son jeu des atouts formidables. D'abord, il reste la 6e puissance économique du monde, avec ses 65 millions d'habitants, ça n'est pas si mal. Nos amis anglais viennent de nous passer devant, du fait de l'évolution de la parité de l'euro et de la livre, mais enfin, nous sommes toujours la 6e puissance économique du monde. Nous avons, décidément, je suis très mal à l'aise sur ce truc, voilà, on va mettre là, allez, je me rapetisse tout d'un coup. Nous avons une population en croissance, et c'est un atout. Partout, la population baisse, il y a déclin. Si on prolonge les courbes, d'ici quelques années, il y aura plus de Français que d'Allemands. Nous avons une épargne très abondante, dans un pays qui est riche, même s'il compte, j'y reviendrai peut-être, beaucoup de pauvres, des infrastructures de grande qualité, qui font parfois l'envie de nos voisins, une agriculture qui est une des meilleures du monde, une attractivité sans égale, parce que nous sommes dans un pays magnifique, première destination touristique du monde, un patrimoine extraordinaire, une culture qui reste rayonnante, une diversité qui fait le charme de notre pays, et puis des atouts de la puissance aussi. Une armée qui est aujourd'hui une des rares armées européennes, peut-être la seule armée européenne capable de se projeter sur des territoires extérieurs, là où nos intérêts sont en cause, un statut de puissance nucléaire, un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et une influence politique dans le monde qui demeure. J'en ai fait l'expérience chaque fois que je suis passé au Quai d'Orsay et que j'ai eu l'honneur de conduire la diplomatie française. La voix de la France est attendue et souvent entendue parce que on sait que la France ne s'aligne pas systématiquement sur telle ou telle autre puissance et qu'elle a sa capacité propre d'analyse et de décision. Et puis enfin, et c'est pour moi notre principal atout, notre capital humain, nos ressources humaines. Et pardon, même si je prends le risque de vous paraître courtisan, vous, la jeunesse française. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que venir devant vous était toujours pour moi une source d'énergie, parce que... Béatitude, non, c'est ça? C'était un vous collectif. Hein, bon. Vous, parce que je vous trouve plein d'énergie et parfaitement engagé dans ce monde nouveau dans lequel nous vivons. Je demandais récemment à un petit groupe que je réunissais sur la révolution numérique qui va changer notre univers dans tous les domaines, pourquoi nous étions aussi bons dans ce domaine. Et ce groupe me répondait parce que les Français sont bons en mathématiques. Voilà, les jeunes Français sont bons en mathématiques, ils sont de plein pied dans cet univers numérique et informatique qui se développe et qui va changer nos vies. Ben, grâce à vous, je crois que nous serons tout le monde pleinement partie prenante de ce nouvel univers. Voilà pourquoi je reste confiant et optimiste, mais je me dis aussi que tout cela ne suffira pas et qu'il faudra des changements, des réformes profondes, des réformes structurelles pour que notre pays puisse s'adapter à une réalité nouvelle. Et je voudrais très rapidement dérouler devant vous les 4 grands objectifs qui sont autant de chantiers sur lesquels je travaille aujourd'hui pour essayer de remettre précisément notre pays en selle. D'abord, je crois qu'il nous faut renouer avec la croissance. Sans croissance et sans une croissance de 2 à 3%, pas une croissance aux alentours de 1 comme aujourd'hui, sans cette croissance, nous ne relèverons pas les grands défis qui sont devant nous. Le chômage ne reculera pas, les déficits publics ne se réduiront pas, la dette ne s'arrêtera pas de croître et la pauvreté ne reculera pas non plus dans notre pays.
Je disais l'autre jour devant vos camarades de Sciences Po, et ça a eu l'air de les surprendre, qu'en France, 14 à 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Même à Bordeaux, c'est 14 ou 15%. Dans certaines villes, c'est encore plus. Et le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian du territoire concerné, c'est-à-dire 500 ou 600 euros. 14 à 15% des Français vivent avec moins de 500 à 600 euros. Eh bien, tout cela, nous ne le corrigerons pas sans croissance, sans une autre croissance. Et je reviendrai sur ce thème si vous le voulez, parce que ça ne sera pas la même que celle des 30 Glorieuses, mais une croissance qui devra être soutenue. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Pas de croissance sans confiance, d'abord. Alors, vous allez encore me dire, mais comment on fait? Parce que la confiance, c'est vrai, ça ne se décrète pas. Et je dirais, pas de confiance sans visibilité et stabilité. Je crois que ce dont les agents économiques ont horreur, ce sont des politiques qui ne cessent de varier au gré des temps, au gré des mois, au gré des semaines. Ils ont besoin de visibilité et de stabilité sur la durée. Et c'est dans cette voie qu'il faudra s'engager avec les deux grands chantiers que j'approfondis aujourd'hui. Tout d'abord, et qui répondent à des attentes des Français, tout d'abord plus de liberté pour nos entreprises. Si nous voulons restaurer la compétitivité de nos entreprises, il va falloir desserrer le carcan qui les étouffe aujourd'hui, qui est à la fois fiscal et réglementaire. Et il faut donc travailler, je cite juste les têtes de chapitre, sur le coût du travail, sur la durée du travail, sur le droit du travail, sur la fiscalité. Et en même temps, un État compétitif, parce que nous ne ferons tout cela que si nous sommes capables d'assurer des services publics plus efficaces et plus compétitifs en maîtrisant la dépense publique. Deuxième grand objectif, reconstruire un État fort. S'il y a aujourd'hui dans le pays, et je le sens partout où je passe, une forte aspiration à plus de liberté économique, il y a aussi le besoin d'être rassuré sur la façon dont vit notre collectivité et le besoin d'avoir un État qui assume ses responsabilités régaliennes avec efficacité et détermination. Et c'est quoi ces responsabilités régaliennes? La défense nationale, la sécurité intérieure, avec une politique de police et de justice adéquate, le contrôle des flux migratoires et enfin le respect de la laïcité dans les deux sens, c'est-à-dire le respect par la République de toutes les religions, mais le respect par les religions des lois et des valeurs de la République. Troisième chantier, là j'en dirai simplement un mot, je pourrais développer plus longuement si vous le souhaitez, il nous faut réussir l'éducation nationale du XXIe siècle. C'est la mère des réformes. Tout se joue là. En ce moment, il y a une espèce de nostalgie, principalement des sexagénaires et des septuagénaires, je sais de quoi je parle, pour rétablir le service militaire. Parce qu'on a très envie que vous connaissiez les moments exaltants que nous avons connus, quand nous l'avons fait nous-mêmes. C'est une fausse bonne idée. Aujourd'hui, nos armées n'ont ni besoin, ni mission à donner à 800 000 jeunes par classe d'âge. Et quand on nous dit que le service militaire, c'est le melting pot de la nation, on a quelques décennies de retard. Ce n'est pas à 18-19 ans que se fait aujourd'hui l'acquisition des valeurs communes, c'est à l'école. C'est à 10, 11 ou 12 ans, d'où ce rôle absolument fondateur de l'éducation et de la formation. Il nous faut réussir l'éducation du XXIe siècle. Et enfin, dernier grand chantier, dernier grand objectif, réconcilier les Français et l'Europe. Je suis fondamentalement, dans mes tripes, si je puis dire, européen. Je n'imagine pas que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, nous puissions nous séparer de nos voisins européens et casser ce que nous avons mis 50 ans à construire. Dans ce monde dangereux, passionnant mais dangereux, il faut serrer les coudes plutôt que de se séparer. Et là aussi, je pourrais y revenir plus longuement. Voilà un peu les grandes directions de recherche qui me conduiront, le moment venu, à proposer aux Français les réformes nécessaires. Un mot sur la méthode. J'ai souvent utilisé un triptyque qui m'est cher. Apaiser, rassembler, réformer. Apaiser d'abord, non pas que je veuille refuser le débat ou la confrontation, c'est parfois utile, ça fait parfois avancer les choses, mais ce que je souhaite, c'est éviter les clivages inutiles, les conflits inutiles, et Dieu sait s'il y en a, qui divisent sans rien apporter. Cliver n'est pas mon programme. Deuxièmement, rassembler. Rassembler les forces politiques, et on a vu que ça marche, encore le 22 et le 29 mars, mais au-delà du rassemblement des partis politiques, rassembler les Français sur des idées, sur des majorités d'idées qui font, sinon consensus, du moins majorité précisément. Et enfin réformer parce qu'il faut agir.
Apaiser, ça ne veut pas dire regarder ce qui se passe et attendre que ça vienne. Il faut agir, j'ai indiqué dans quelle direction, après avoir écouté, dialogué, co-construit les réformes le plus souvent possible, et puis décider. Et si on veut que ces réformes réussissent, on m'interroge souvent là-dessus, mais qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, vous aurez vraiment la volonté et la capacité de le faire? Eh bien, je réponds qu'il faudra tout simplement dire la vérité aux Français et annoncer la couleur. Si, à la suite du parcours qui m'attend dans les 2 ans qui viennent, les primaires, puis les élections présidentielles, je suis en mesure de me présenter à l'élection présidentielle de 2017, je ne ferai pas 110 propositions ou 220 ou 330, mais 10 grandes réformes précises, où je dirais sans concession la vérité, non pas pour annoncer la sueur et les larmes, l'austérité ou je ne sais quoi, mais au contraire, pour motiver les Français et pour recueillir leur adhésion dans un esprit de confiance et d'espoir. Voilà ce que j'ai envie de faire et peut-être le ferons-nous ensemble. Monsieur Juppé, alors merci pour votre discours. Et pour commencer, nous allons aborder un sujet d'actualité, à savoir les élections départementales et votre position au sein de l'UMP. Donc, au vu des résultats de ces élections, on a parlé d'une droitisation de la France avec des votes davantage tournés vers l'UMP et vers le Front National. Vous avez évoqué une crise politique, une crise économique. Donc, quelles sont, d'après vous, les motivations de ce virage électoral? C'est d'abord une claque pour le gouvernement. Je me rappelle le résultat final. Aujourd'hui, la droite et le centre vont présider les 2 tiers des départements français contre un tiers à la gauche. C'était l'inverse avant. Donc c'est d'abord une manifestation de désaveu vis-à-vis de la politique gouvernementale. On se souvient que le Premier ministre s'est fortement engagé dans cette campagne. C'est en second lieu le succès de la stratégie que j'avais préconisée, en suscitant parfois dans mon propre parti quelques chahuts. Cette stratégie, c'était quoi? C'était démonter le programme du Front National. Non pas attaquer les électeurs du Front National, qui sont après tout des Français comme vous et moi, mais leur montrer que le projet ou le programme du Front National nous amène dans le mur. Je ne vais pas le refaire ici, mais ce projet, c'est d'abord une espèce d'obsession anti-européenne. Il faut sortir de l'euro, il faut casser l'Europe. Il suffit de voir comment se comportent les députés du Front National à Strasbourg. C'est un discours en permanence d'opposition à tout ce que l'Europe peut construire ou peut faire, ou a pu faire, ou se propose de faire. Et deuxièmement, c'est un programme tout à fait démagogique pour piper les voix de gauche avec la retraite à 60 ans, les 35 heures confirmées, une augmentation rapide et massive du SMIC, la distribution de différentes prestations sociales non financées, c'est-à-dire la gabegie financière. Et donc, je ne change pas d'idée. Il faut dire la vérité sur ce projet pour ouvrir les yeux des Français. Et d'autre part, la stratégie que je préconisais, c'était l'alliance de la droite et des centres. Et alors là, ça me fait vraiment rigoler quand je vois les réactions des uns ou des autres. Il y a les prises de position dans les meetings de l'UMP, et puis il y a la réalité du terrain. Et sur le terrain, partout où je suis passé, j'ai été faire campagne, moi aussi, en Haute-Garonne, en Savoie, dans les Alpes-Maritimes, dans le Nord. Qu'est-ce que j'ai vu? Quasiment partout, des binômes, ou en tout cas des équipes, UMP, UDI, MoDem. Et c'est ça qui a gagné. Voilà ma lecture de ces élections départementales. Merci. Ah pardon, il y a mais on peut partager. Alors, vous avez parlé des bons résultats de l'UMP aux élections départementales. Et pensez-vous qu'à la suite de ces résultats, que la position du Nini était une position à adopter ou justement qu'elle devrait être remise en question pour les prochaines élections régionales? On a le chic, je ne dis pas ça pour vous, mais pour beaucoup de commentateurs, de se poser des questions qui ne se posent pas. Il n'y a pas à se prononcer. Le Front National, c'est la 3e leçon quand même que je n'ai pas tout à fait tirée de ce scrutin, n'a pas réalisé son objectif. Il se prétendait le premier parti politique de France. Ce n'est pas le cas. Il arrive même en 3e position par rapport à la droite unie et aux différentes composantes de la gauche. Et par ailleurs, il n'est en situation de gagner aucune
présidence de conseil général. Donc ou de conseil départemental, puisqu'on a changé le vocabulaire. Donc nous n'avons pas à nous poser cette question. Vous connaissez ma position, j'ai une position personnelle. Moi, je ne mets pas exactement sur le même plan un social-démocrate européen et un candidat du Front National qui adhère au projet du Front National. C'est pas pareil. Je n'en dirais pas autant d'un homme de gauche conservateur et immobiliste ou mélenchoniste, c'est une autre affaire. Mais voilà un peu ma position sur ce sujet qui, je le répète, n'est pas d'actualité. Et en tout cas, il n'y a aucune exception à la ligne politique que nous avons fixée, pas d'alliance avec le Front National. Justement, Monsieur Juppé, vous accordez qu'il y a peu de différence entre un social-démocrate et un social-libéral. De plus, vous affirmez que le clivage gauche-droite s'est estompé. Parallèlement, l'UMP se droitise de plus en plus sous la direction de Nicolas Sarkozy et la pression du Front National. Encastré entre une gauche libérale et un Front National dédiabolisé et davantage accepté, selon vous, quelles sont aujourd'hui les valeurs fondamentales de la droite ? L'UMP, c'est Nicolas Sarkozy qui en est le président, mon président. Mais pas que. Pas que. C'est moi aussi, l'UMP. Hein. François Fillon, c'est Le Maire et quelques autres. Donc c'est une diversité. C'est NKM. Bon, il n'y a pas en colonne parrain derrière une seule personnalité ou une seule façon de voir les choses. Et c'est ce qui fait notre charme, si je puis dire. Hein. Donc nous avons en commun beaucoup de choses. Nous sommes dans la même famille politique, bien sûr, mais en même temps, nous avons un certain nombre de sensibilités différentes. Je l'ai dit, moi j'ai été pour cette alliance de la droite et du centre qui finalement a prévalu. Alors quel est le cœur de notre bien commun, si je puis dire, le socle de nos valeurs communes? D'abord, sur le plan économique, nous ne sommes pas socialistes. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? J'ai relu Jaurès il n'y a pas longtemps, c'est l'appropriation collective des moyens de production. Nous croyons à la libre entreprise et à l'économie de marché. Encadrée, régulée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de liberté sans un certain nombre de règles du jeu, mais nous croyons fondamentalement que la richesse se crée par l'entreprise, par l'esprit d'entreprise, par l'innovation et par la création. Deuxièmement, alors je ne dirais pas que c'est un monopole de notre famille politique, mais nous avons un fort attachement à l'idée de nation et au rôle fédérateur que l'État joue pour assurer la cohésion de la nation. Ça, c'est ma fibre gaulliste ou gaulienne. Le général de Gaulle, c'est d'abord, il n'en a pas le monopole, je le répète, d'autres aussi peuvent l'avoir, mais c'est quand même un de nos marqueurs, c'est l'amour de la France qu'il considère comme une personne faite de chair et de sang, et on a vu comment ça a inspiré son action politique. Voilà. Et puis enfin, troisième composante, si vous voulez, de nos valeurs fondamentales, nous pensons aussi que le modèle social français repose sur une forte solidarité de ceux qui peuvent vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas. Et donc, l'idée qu'il faut aider les plus modestes, les plus fragiles, que ceux qui ont les moyens doivent participer à la solidarité nationale, fait partie aussi de ce bien commun qui est le nôtre. Vous voyez, ça vous paraîtra peut-être des idées générales, mais c'est ça qui fait notre union. Notre union. Et alors également, M. Juppé, d'après un sondage de l'Obs du 5 mars 2015, 52% des sympathisants de gauche ont une opinion positive de vous. Invité par l'association de presse parlementaire le 11 février, vous déclarez « Il y a aujourd'hui un certain nombre de sociaux-démocrates au Parti socialiste qui n'apprécient pas comment le parti conduit la France et qui sont prêts à envisager autre chose. Soyons ouverts. » Vous vous présentez comme le candidat de la droite et du centre, vous n'excluez pas de gouverner avec des personnalités de gauche. Cette volonté de rassemblement et de consensus, M. Juppé, ne risque-t-elle pas de se retourner contre vous, notamment lors des primaires de 2016 face à Nicolas Sarkozy, candidat qui semble plus ancré à droite? J'irai encore plus loin, représentez-vous toujours aujourd'hui le candidat de la droite? Écoutez, moi, je ne me pose pas la question de savoir quel est le positionnement qui me serait le plus favorable pour gagner les primaires. La question que je me pose, c'est de savoir ce à quoi je crois et ce qui est bon pour mon pays. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est bon pour mon pays, outre un certain nombre de réformes de fond que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est d'essayer de rassembler les bonnes volontés. Nous sommes confrontés à un monde difficile,
dangereux, je l'ai évoqué très très rapidement tout à l'heure, à une situation intérieure qui est également compliquée. Et donc, il faut essayer de rassembler le plus grand nombre de Français. Alors, je ne vais pas vous faire le numéro général de Gaulle, mais la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, c'est tous les Français. Je crois que si on revenait un peu à cette idée fondamentale, ça nous ferait du bien. Il y a une gauche, il y a une droite, il y a une sensibilité de gauche, il y a une sensibilité de droite, il ne faut pas le nier, mais je crois qu'entre les extrême gauche, extrême droite, entre gens de bonne volonté, il y a peut-être des majorités d'idées à réaliser. Vous disiez justement qu'il fallait couper les deux bouts de l'omelette. Oui, c'est pas une expression très élégante. Enfin bon, on peut dire ça comme ça. Je l'ai dit, c'est vrai. Justement. Alors, on va à présent parler de Nicolas Sarkozy. Bon, si vous voulez. Donc pour Nicolas Sarkozy, l'intégration, c'est « je viens comme je suis, je ne change rien à ce que je suis ». Et l'assimilation, c'est « on vous accueille tel que vous êtes, mais vous adoptez la langue, la culture, l'histoire, le mode de vie du pays qui vous accueille ». Quelle est votre position sur ce sujet et est-ce que vous rejoignez Nicolas Sarkozy ? Bon, je ne connaissais pas sa définition de l'intégration et de l'assimilation. Je connaissais les virulentes critiques d'Henri Guénaud contre ma position à moi. Alors je vais rappeler quelle est la mienne. Assimilation, ça veut dire quoi ? Assimilation, étymologiquement, ça veut dire rendre semblable. Donc tout le monde dans le même moule. Je crois que ça ne correspond ni à la réalité, ni à la vision morale que je peux avoir des choses. Nous avons nos origines, nous avons nos racines, nous ne sommes pas tous pareils, et il faut respecter ses origines et ses racines. Donc l'assimilation me paraît quelque chose de tout à fait contestable. Surtout dans le monde où nous sommes. Je disais souvent quand j'étais au Canada, lorsque des Italiens avaient immigré au Canada au XIXe siècle vers les États-Unis, pour rentrer chez eux, il leur fallait plusieurs semaines de voyage et pour recevoir une lettre aussi. Aujourd'hui, avec Skype ou Internet, on est en permanence avec sa famille d'origine. Donc on ne va pas couper ça. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. L'intégration, ça veut dire participer, garder sa différence, mais participer à une communauté qui partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire la connaissance d'une histoire, c'est-à-dire le partage d'une langue, ça me paraît absolument capital, et l'attachement au principe de la République. Voilà un peu ce que j'entends par l'identité heureuse, c'est comment concilier notre diversité et notre sentiment d'unité. Sans faire de parallèle, parce que le modèle est très différent, mais aux États-Unis, vous avez une forte vie communautaire, hein, et tout le monde a le drapeau américain dans son jardin. C'est un peu ça, si vous voulez, que je veux dire par l'unité dans la diversité. On n'est pas tous pareils, mais on se retrouve sur les valeurs nationales essentielles et sur l'attachement au pays et à la patrie. On a fait pour ça quelque chose qui s'appelle le contrat d'accueil et d'intégration, que les nouveaux venus, les nouveaux arrivants en France doivent signer et qu'ils doivent s'engager à respecter. Et dans ce contrat d'accueil et d'intégration, il y a notamment la connaissance de la langue française, la connaissance d'un certain nombre d'éléments de l'histoire de France qui font que nous nous retrouvons dans un pays qui est le nôtre. Et justement, au niveau de cette question d'intégration, on retrouve une petite divergence, encore une fois, entre vous et Nicolas Sarkozy, avec l'exemple des repas de substitution. Là encore, il se positionne de façon plus radicale que vous, en voulant les supprimer, là où vous considérez, je cite, que ça n'emmerde personne. Bon, on a commencé le match déjà, alors, on est dans les primaires, là. Je crois que ce point est assez éclairant sur ma propre philosophie, vous avez raison de l'évoquer. J'ai parlé tout à l'heure du respect de la laïcité. Pour moi, c'est un principe fondateur de la République, au même titre que liberté, égalité ou fraternité. Et qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle ? Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en 1905. En 1905, la séparation des églises et de l'État, c'était un combat de la République contre la religion catholique. Parce que la religion catholique ne reconnaissait pas la République. Et ça a été violent. La gendarmerie faisait évacuer des églises ou des congrégations. Aujourd'hui, cette étape est complètement derrière nous. La laïcité, c'est quoi ? C'est la liberté de religion. L'État garantit la liberté de religion. Chaque Français peut pratiquer la religion de son choix ou n'en pratiquer aucune, naturellement. Et c'est pour cela qu'à Bordeaux, je dis souvent, les catholiques ont des églises, les protestants ont des temples, les juifs ont une très belle synagogue. Il est normal que les musulmans aient des salles de prière. Et ça ne doit choquer personne. Le corollaire de ce principe de laïcité, je vais venir au menu, le corollaire, c'est que les religions doivent respecter les lois de la République. Parce que la laïcité, c'est que la loi civile prévaut sur la loi religieuse.
On ne peut pas imposer une vision religieuse à la collectivité nationale. La charia n'est pas un principe de droit positif. C'est la loi civile qui s'applique en toutes circonstances. Et donc, les religions doivent respecter les principes républicains, les principes démocratiques et un certain nombre de droits fondamentaux, comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas négociable. Ça fait partie du bien commun. Voilà. À partir de là, jusqu'où faut-il pousser la vigilance ou comment dire, cette volonté de laïcité bien comprise? Je vais vous dire franchement les choses. Ça fait 15 ans que j'ai un restaurant, comment on appelle ça, une fabrique de repas à Bordeaux qui livre chaque jour 15 000 repas aux enfants de la ville de Bordeaux et 10 000 aux enfants de la ville de Mérignac qui sont à côté, qui est d'ailleurs une ville de gauche. Qu'est-ce qu'on a décidé depuis 20 ans? C'est de leur donner le choix. Je n'ai pas fait des menus religieux, naturellement. Il ne m'est pas venu à l'idée de dire que j'allais faire des menus cachers ou des menus halal. J'ai dit simplement, je leur donne la liberté de choix. Ils peuvent manger du poisson ou manger de la viande. Ils peuvent manger de la viande ou pas de viande, avec un repas végétarien. Bon. Et ça ne pose aucune espèce de problème. Alors pourquoi essayer de mettre des problèmes là où il n'y en a pas? Et puis je vais aller au-delà, je l'ai déjà dit et je le répète, s'il y a une jeune fille qui porte un foulard dans l'Assemblée, j'en fais pas une maladie, moi. J'en fais pas une maladie. En revanche, à l'école, parce que là on a des enfants dont l'esprit critique n'est pas encore véritablement formé, on respecte une neutralité absolue et on ne porte aucun signe distinctif, que ce soit la kippa, que ce soit la croix ou que ce soit le voile, naturellement. Ça me semble fonctionner assez bien, en réalité, et c'est pour ça que voilà, j'ai pris la position qui est la mienne dans cette volonté d'apaisement. Ne suscitons pas des clivages inutiles. Donc on va laisser donc ces divergences de côté et parler de vous à présent. Vous, comme vous l'avez rappelé, vous êtes donc candidat aux primaires de 2016 pour les élections présidentielles de 2017. Et confirmez-vous que vous souhaitez des primaires ouvertes à l'UMP qui s'étendent à la droite et au centre? Je ne vais pas faire un scoop en vous disant qu'aujourd'hui, je préfère des primaires fermées. Bien sûr qu'il faut que ce soit des primaires ouvertes. Ça veut dire quoi, des primaires ouvertes? Ça veut dire que quand vous irez voter, on ne vous demandera pas la carte du parti. Si c'est des primaires organisées pour les militants de l'UMP, ce n'est pas la peine. Ils ont déjà voté. Ils sont 250 000 et ils ont déjà choisi leur président il y a quelques mois. Donc ce n'est pas la peine de recommencer. La seule signification des primaires, c'est de permettre à des hommes et des femmes de la droite, du centre, et pourquoi pas à des déçus du hollandisme, de venir s'exprimer et participer au vote. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra une autorité organisatrice qui soit indépendante, qui ne soit pas simplement une émanation de l'UMP. Ça veut dire qu'il faut un maillage territorial où il y ait suffisamment de bureaux de vote pour que les gens sachent où aller voter. Ça veut dire que pour voter, il faudra être inscrit sur la liste électorale nationale, mais en même temps signer une charte des valeurs communes. Il faut donc que cette charte soit suffisamment ouverte pour ne pas faire fuir tel ou tel parti de l'électorat de la droite et du centre. Voilà un peu les conditions. Et puis il faudra verser 2 € aussi. Enfin, voilà. Le Parti socialiste était 1, mais enfin le temps a passé et les coûts se sont renchéris. Voilà. Et donc, s'il y a 3 millions de votants, c'est bien. Le Parti socialiste a fait voter 2 900 000 personnes. Ça avait du sens, c'était représentatif. S'il y en a 500 000, ça n'a pas de sens. Voilà un peu dans quel esprit j'aborde les primaires. Mais je vous rassure, si j'en crois les déclarations des uns et des autres, c'est ça qui a été acté. Nous devons même au bureau politique, pardon, de rentrer dans la cuisine partisane de l'UMP le 14 avril prochain, si je ne me trompe, adopter le texte qui permettra d'organiser les primaires dans l'esprit que je viens de dire. Et ça devrait avoir lieu octobre, j'espère, 2016. Donc vous voyez qu'on a encore une bonne année, un peu plus devant nous. Très bien. Et sur le plan économique, Monsieur Juppé, vous déclarez que la loi Macron a beau représenter un virage à 180 degrés par rapport à la ligne politique annoncée par François Hollande en 2012, elle n'est toutefois pas à la hauteur des enjeux économiques d'aujourd'hui. Vous dites, lors de votre intervention au Grand Journal, ne pas savoir par quoi M. Macron est freiné. Vous l'avez répété d'ailleurs à l'instant, que le taux d'intérêt est en effet extrêmement bas,
l'euro moins fort donc que par le passé, le prix du pétrole également. Vous considérez donc que c'est le moment de faire des réformes structurelles de grande échelle. Ces réformes, M. Juppé, donc, plus précisément, en quoi consisteraient-elles ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure et je n'y reviens pas, l'environnement européen et international est exceptionnellement favorable. On a un baril de pétrole, je n'ai pas regardé le prix aujourd'hui, mais qui est en dessous de 60 € et qui est même aux alentours de 55. On a des taux d'intérêt pratiquement à zéro. L'État emprunte aujourd'hui à 10 ans à, je ne sais plus, 0,5, 0,6%. Et on a une parité de l'euro qui est devenue très favorable. On s'est plaint pendant des mois, pour ne pas dire des années, de l'euro fort qui, freinait notre compétitivité internationale. Aujourd'hui, l'euro, sinon faible, du moins en tout cas, il s'est beaucoup rapproché du dollar. Il a perdu 10 à 15% de sa valeur et ça booste nos exportations. Donc voilà un environnement exceptionnel favorable qui explique que la croissance repart plus vite que chez nous, notamment en Allemagne, et que nous n'en profitons pas suffisamment. Alors la loi Macron, bon, elle va sans doute sur certains points dans la bonne direction, elle a été mal préparée. Bon, il faut quand même y mettre beaucoup de bonne volonté pour dresser contre soi la totalité des professions qui étaient concernées. S'il y avait eu un minimum de concertation préalable avec les notaires, avec les avocats, les huissiers, etc., ça serait passé peut-être de manière plus paisible. Songez que la ministre de la Justice, qui est l'autorité de tutelle des avocats et des notaires, n'était même pas au courant du dispositif de la loi Macron. Elle l'a dit d'ailleurs au départ. Donc il faut de la concertation avant de décider et avant de mettre des textes de loi sur la table et pas après comme ça a été fait. Par ailleurs, il y a quelques timides pas dans la bonne direction qui ont quand même effarouché une grande partie de la majorité, tout simplement parce qu'elles ne sont pas du tout dans la ligne de ce que M. Hollande avait annoncé en 2012, qui était une vision beaucoup plus socialiste, dirigiste et étatiste de la politique économique, et dont il a bien vu les limites et les échecs. Et donc, il y a un incontestable virage, c'est pas moi qui le dis, c'est les frondeurs, et c'est une grande partie de la gauche elle-même. Est-ce que ça va assez loin? Évidemment non. Aujourd'hui, l'un des deux principaux problèmes économiques, je l'ai dit, le premier, c'est redonner de la liberté à ceux qui entreprennent, qui innovent, qui créent, qui travaillent. Et l'autre grand défi, c'est de rendre l'État plus efficace et plus compétitif. Le poids de la dépense publique aujourd'hui dans l'économie française, vous le savez aussi bien que moi naturellement, c'est 57% du PIB. C'est quasiment un record absolu, peut-être à part quelques pays scandinaves. L'Allemagne doit être aux alentours de 50 ou un peu moins même. Ne parlons pas des États-Unis qui sont dans un système tout à fait différent. Donc c'est trop. C'est trop lourd, ça nous paralyse et nous n'arriverons pas à alléger le fardeau fiscal si nous ne rendons pas le secteur public plus efficace de façon qu'il puisse rendre des services publics de qualité en dépensant moins. Alors c'est quoi ces 57%? C'est pour 30% environ, 30% du total, c'est la dépense de l'État. Donc là, il va falloir que l'État se réforme pour devenir plus performant. Nous avions commencé à le faire avec ce qu'on avait appelé à l'époque la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, qui nous avait conduit à ne pas renouveler 150 000 emplois de fonctionnaires. Quand on dit que l'UMP et le PS font la même politique, c'est un défi au bon sens. Nous avons fait moins 150 000. Le pouvoir actuel a immédiatement dit plus 60 000 dans l'éducation. Ce n'est pas la même politique. Et puis, il faudra redéfinir le périmètre d'intervention de l'État. Il y a des choses qu'il doit continuer à faire, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, la police, la justice, l'éducation. Il y en a d'autres dont il peut s'alléger ou qu'il peut sous-traiter à d'autres. Je pense que le Parlement, dans ce domaine, a un rôle important à jouer. Plutôt que de faire des lois à tire-larigot avec une inflation législative qui devient insupportable, le Parlement devrait se concentrer sur le contrôle de la dépense publique et sur l'appréciation de la justification des interventions de l'État. Le deuxième grand bloc, ce sont les collectivités territoriales qui pèsent à peu près 20% du total de la dépense. Là, en ce moment, il y a deux choses qui sont en train de se passer. C'est qu'on essaye de mutualiser communes et intercommunalités. Je ne rentre pas dans le détail, sauf si ça vous intéresse. S'agissant de la métropole de Bordeaux, par exemple, c'est plutôt une bonne réforme dont le succès n'est pas assuré parce qu'il faudra attendre un peu de temps avant qu'elle génère véritablement des économies d'échelle. Et puis il y a le deuxième étage qui est région-département, où là c'est un cafouillage invraisemblable. Il y a 1 an et demi, M. Hollande nous disait « le département n'a plus sa place, on va le supprimer ». Au terme de la discussion parlementaire, le département existe toujours. On vient d'ailleurs de voter pour
des conseillers départementaux dont on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. La loi n'est pas encore définitivement adoptée, mais ce qui est sûr, c'est qu'après le vote de la loi, ça sera plus compliqué et plus cher qu'avant. On va avoir de très grandes régions, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, depuis la Creuse jusqu'aux Pyrénées, et donc le département restera en place, parce que ça sera un échelon intermédiaire nécessaire. Donc là, il y aura des choses à remettre à plat si on veut véritablement que l'organisation territoriale soit génératrice de qualité des services publics avec une économie de moyens. Et puis le troisième secteur, c'est la dépense sociale, 50% du total, c'est ça qui pèse le plus lourd, et c'est là que les réformes structurelles seront les plus importantes à faire. La retraite, il faudra dire très clairement aux Français que le système ne sera pas viable si on ne va pas vers un âge légal qui aille à 65 ans, avec peut-être une réforme plus fondamentale qui sera d'évoluer vers une retraite par points. Je suis en train d'y travailler. Et ensuite, l'indemnisation du chômage, où il faudra que les partenaires sociaux soient mis face à leurs responsabilités et trouvent des solutions pour équilibrer le système. La santé, c'est compliqué, c'est difficile, j'en sais quelque chose. J'ai fait une réforme importante à l'époque, il y en a d'autres à faire. Je prends un seul exemple. On voit bien qu'il y a des dépenses médicales inutiles et des dépenses médicales utiles. Il faut payer les dépenses médicales utiles et essayer d'éliminer les dépenses médicales inutiles. La surconsommation de médicaments, par exemple, qui est un mal français qu'on a diagnostiqué et sur lequel il y a des progrès à faire. À l'hôpital, je recevais récemment à Bordeaux le Premier ministre du Québec, qui est un médecin, ancien ministre de la Santé du Québec, et je lui ai posé la question, quelle est la part des soins à l'hôpital public au Québec qui est faite en ambulatoire? Vous savez ce que c'est l'ambulatoire? On rentre le matin et on rentre chez soi le soir, même si on a été opéré de la vésicule, bon, etc. Et on sait faire aujourd'hui. Et c'est bon pour tout le monde. C'est moins cher pour l'hôpital et c'est mieux pour le patient qui est mieux chez lui qu'à l'hôpital. Et il me répondait 60%. 60% des soins sont faits en ambulatoire. En France, on est à 30%. Donc il y a une marge de progression et d'économie possible. Et puis enfin, il y a tout le secteur des prestations sociales, de toutes sortes, allocation handicapée, RSA, allocation au logement, l'APL, etc. Et là, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ce système, en moralisant le système, parce qu'il donne lieu parfois à des abus ou à des dérives, et puis en lui donnant plus d'efficacité. Je n'en dirai pas plus ce soir, parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de réfléchir. Voilà un peu les réformes très importantes, très structurelles, je le rappelle, qu'il faut faire pour essayer de rendre le secteur public, je ne dis pas l'État, parce que ça déborde largement l'État, plus compétitif qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors vous avez parlé des retraites et donc vous souhaitez, comme vous venez de le dire, de les réformer. Et donc si vous devenez président de la République en 2017, on a le droit de rêver, vous dites. Quand fixeriez-vous l'âge de la retraite à 65 ans, puisque c'est ce que vous souhaitez? Et y aurait-il suppression des régimes spéciaux? Je vous ai dit que le décalage de l'âge du départ à la retraite me paraissait incontournable, et je crois que les Français l'ont compris. Il faut se mettre dans la tête qu'il y a je ne sais pas, 30 ans, on vivait jusqu'à 70 ans en moyenne, et on prenait la retraite à 60 ans, enfin, même plus tard, avant 1981. Donc on jouissait pendant 10 ans de sa retraite. Aujourd'hui, on meurt à 80 ans, ou un peu plus, en moyenne. Les femmes plus tard, parce qu'elles sont plus solides que nous. Et puis les hommes un peu plus tôt. Et voilà, si on part à 60 ans, ça fait 20 ans à la retraite. Donc on voit bien que le système n'est pas viable, qu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Donc le décalage de l'âge de départ à la retraite est nécessaire. Et il ne faut pas croire que ça piquera du travail aux jeunes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les mêmes emplois. Et d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être parce que c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur. L'emploi des jeunes aujourd'hui va prendre des formes tout à fait nouvelles dans le monde dans lequel nous vivons. Donc il y a cela. Il y a ensuite l'unification des régimes de retraite. Et c'est vrai qu'il faudra poser la question des régimes spéciaux. Et puis je l'ai dit, l'évolution vers une autre forme de calcul des retraites qui serait une retraite par points. Très bien. Donc justement, vous avez abordé le chômage. Donc le taux de chômage continue d'augmenter aujourd'hui. Donc il est donc de plus de 10% en France. Par ailleurs, la croissance française n'a pas réellement repris, donc avec simplement 0,4% en 2014. Comment l'expliquez-vous, alors que des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent des taux de croissance de 1,5% et 2,5% la même année, et un taux de chômage qui n'excède pas les 5%? Bon, ça c'est beaucoup de questions en une fois. Pourquoi est-ce qu'on se traîne à 1% alors que les États-Unis sont à 3,5%, les Allemands sans doute à 2% et les Anglais plus haut? J'ai essayé d'apporter tout à l'heure quelques éléments de réponse. D'abord parce qu'on a
un poids de la dépense publique beaucoup plus élevé que celui de nos principaux concurrents, que la conséquence, c'est un poids du prélèvement fiscal et social beaucoup plus élevé que chez nos partenaires, et donc un coût du travail plus élevé, à la fois à cause de la politique salariale des entreprises françaises, qui a été très généreuse au cours des dernières années, mais aussi du poids des charges sociales. Et puis, toutes ces contraintes réglementaires qui constituent un véritable carcan que j'évoquais tout à l'heure, les normes et les procédures diverses et variées qui font que nos entreprises manquent d'oxygène, qu'elles ont des taux de marge beaucoup plus faibles et que par conséquent, elles n'investissent pas comme elles devraient investir, elles ne recrutent pas comme elles pourraient investir. Voilà le diagnostic. Alors à partir de là, j'ai esquissé tout à l'heure les solutions, plus de liberté. Je prends la question de la durée du travail, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure à propos des retraites. Je ne sais pas si vous avez bien conscience des modifications qui sont en train de se produire dans la vie du travail. Aujourd'hui, enfin, dans le passé, le salariat était la condition de 80 à 90% des travailleurs. Aujourd'hui, c'est en train de changer. On voit monter en puissance l'auto-entrepreneuriat, le travail indépendant, la multi-activité, le télétravail qui est une forme de travail salarié mais dans des conditions différentes, ce qui fait que la notion des 35 heures est en train en réalité de perdre une large part de sa signification. Donc il faut favoriser toutes ces formes nouvelles de relations au travail qui peuvent donner des opportunités aux jeunes que n'offrent pas les entreprises avec la conception traditionnelle du travail salarié. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est de donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles puissent se développer et recruter. Et puis la troisième chose, qui est absolument fondamentale, c'est la formation. C'est la préparation des jeunes à leur future vie de travail et une réforme de notre système éducatif qui les prépare mieux aux filières qui leur permettront de s'insérer dans la vie du travail. Et là, il y a un fiasco français qu'il faut quand même dénoncer parce que le constat est partagé, l'objectif est partagé et on ne trouve pas la solution. Je parle de quoi? Je parle de l'alternance. Le constat est partagé, la formation en alternance, qui peut prendre notamment la forme de l'apprentissage, est une des manières de préparer le mieux les jeunes à leur future vie de travail. Les Allemands forment 3 fois plus d'apprentis que les Français. Et ils ont un taux de chômage moitié moindre, ou 2 tiers moindre. Et il y a une corrélation entre les deux. Et malgré ces déclarations de principe très tonitruantes, vive l'apprentissage, qu'est-ce qu'on constate en 2014? Que le nombre d'apprentis a baissé. Et ça continue en 2015. Pourquoi? Il faut absolument s'attaquer à cette question pour développer les formations d'alternance. Et l'apprentissage, ce n'est pas simplement le type qui bricole un moteur, hein. C'est aussi l'apprentissage dans les services et à des niveaux qui peuvent être des niveaux de formation beaucoup plus élevés, avec la possibilité d'ailleurs, par la suite, de poursuivre des études plus longues parce que les passerelles existent. Les blocages, on les connaît. C'est d'abord des blocages culturels dans les familles. Vous dites à des parents, votre enfant, il n'est pas fait pour faire des études très longues, il vaudrait mieux qu'il s'oriente vers un enseignement professionnel ou un enseignement d'alternance. C'est ressenti comme une sorte de catastrophe ou de stigmatisation. C'est idiot. Hein. Il vaut beaucoup mieux faire ça que d'aller dans une fac et au bout de 3 ans de se retrouver sans rien du tout parce qu'il n'y a pas de débouché ou parce que la formation qu'on a suivie ne correspond absolument pas au profil de l'étudiant. Donc ça, c'est l'hypocrisie de l'entrée dans l'université en France. On ne fait pas de sélection, sauf dans certains établissements prestigieux. Hein, oui, mais bon, je le dis, vous avez de la chance. Hein, parce qu'après, vous avez une perspective. Hein. C'est beaucoup mieux que de vous dire, allez, venez, tout est ouvert, et puis au bout de 3 ans, ah ben non, c'est fermé. Voilà ce qui se passe dans le système français aujourd'hui. Donc ça, c'est pas viable. Il faut donc revoir profondément l'orientation et les différentes filières. Donc blocage culturel auprès des familles, blocage à l'éducation nationale, qui n'est pas encore complètement accepté l'idée que l'entreprise puisse participer à la formation des jeunes. Ce que je dis est un peu caricatural, mais ça reste vrai. Et puis enfin, blocage du côté des entreprises qui considèrent souvent qu'un apprenti, ça coûte trop cher et que donc on n'en prend pas. Voilà un certain nombre de réformes fondamentales, je crois, pour permettre de mieux ouvrir le marché du travail à nos jeunes. Et c'est fondamental, parce que quand vous allez, on parle beaucoup des banlieues mojanées, enfin, ou des quartiers sensibles à Bordeaux. Ce qui est terrible, hein, c'est de voir des jeunes traîner à la terrasse d'un café et interpeller le maire en leur disant « Nous, on sait bien qu'on n'aura jamais de boulot ». Ça, c'est terrible. Une société qui n'est pas capable de répondre à ça et de leur dire « C'est pas vrai, on va vous donner une chance, hein, et vous pourrez vous aussi accéder à la vie de travail ». Une société qui ne peut pas faire ça est une société condamnée à l'éclatement et au déclin. Donc il faut absolument que nous apportions des réponses à ce niveau-là. On a bien compris les réformes que vous souhaitiez entreprendre. On va passer à présent à la situation internationale, à la politique internationale.
Donc au vu de cette situation internationale, notamment avec la montée en puissance de l'État islamique, qui, nous le rappelons, vient de s'affilier avec Boko Haram, nous souhaiterions profiter de cette expérience, de votre expérience en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc le 16 février dernier, les présidents français et égyptiens François Hollande et Abdel Fattah al-Sisi s'exprimaient en faveur de nouvelles mesures du Conseil de sécurité de l'ONU contre Daesh. Pensez-vous également que le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre de nouvelles mesures ? Oui, mais lesquelles? Et quelle est l'influence aujourd'hui ou l'efficacité des mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Nous sommes dans un monde où la gouvernance mondiale ne fonctionne pas et où le Conseil de sécurité des Nations Unies vote des résolutions qui, la plupart du temps, sont sans effet. Je dis ça avec beaucoup de tristesse, parce que j'y crois, moi, au rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, il est paralysé. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat, tout simplement parce qu'il ne représente plus le monde du XXIe siècle. Il a été créé à l'aune du monde de 1945. Et la réforme du Conseil de sécurité, malheureusement, patine, parce que pour le réformer, il faut l'accord unanime des 5 membres permanents, dont la France. Et aucun ne veut renoncer à ses privilèges. Donc, je ne pense pas que la solution, elle viendra du Conseil de sécurité, même s'il doit prendre évidemment des positions de principe qui comptent. Alors, hier, j'ai passé 2 fois 2 heures avec des spécialistes du Proche-Orient pour essayer de comprendre avec eux ce qui se passait. Et au bout de 4 heures, quelle a été notre conclusion? C'est compliqué. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas clarifier complètement les choses. C'est un chaos, aujourd'hui, absolu, avec une véritable guerre de religion qui est en train de se déchaîner au sein de l'islam, entre les sunnites et les chiites, et avec les malheureux chrétiens d'Orient qui sont les victimes aussi de cette guerre de religion. Alors, Daesh est l'ennemi. Il faut combattre Daesh. Daesh veut notre peau. Daesh détruit le patrimoine culturel de l'humanité. Daesh commet un génocide contre les populations yazéries. Daesh déporte les chrétiens de leur terre natale. Ils y sont depuis 2000 ans. Hein. Ce n'est pas des gens venus d'ailleurs. C'est des chrétiens qui depuis des centaines d'années ou des millénaires, sont là chez eux, qui parlent encore la langue du Christ. L'araméen, et donc Daesh les élimine et les chasse de chez eux. C'est insupportable et il faut donc désigner l'adversaire et partir en guerre contre lui. Ça veut dire partir en guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenir ceux qui sur le terrain lui font la guerre, hein, les peshmerga kurdes, le gouvernement irakien et quelques autres. C'est pour ça que nous avons raison d'apporter notre soutien aérien à ce combat. Mais fondamentalement, je pense que seuls les pays de la région pourront régler ces problèmes. Et que ce n'est pas une intervention militaire, certainement pas au sol, mais même aérienne, des puissances occidentales qui trouvera la solution. Et c'est pour ça que j'en viens à une question que vous allez sans doute me poser, qui est celle de la place de l'Iran dans cette situation et dans ce dispositif. C'est une question très difficile, mais absolument centrale. Il faut arriver à faire sortir l'Iran de l'isolement qui est le sien depuis maintenant 20 ou 30 ans. Parce que c'est un pays capital pour l'équilibre régional et c'est un pays où il se passe des choses, hein, où la vie intérieure est plus compliquée qu'on ne le pense, avec une jeunesse qui a envie de liberté, là aussi, avec des tendances très conservatrices, mais aussi beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus portées à la négociation. Donc comment réintroduire l'Iran dans le système? Vous le savez, c'est l'objet des négociations qui ont lieu actuellement. Les Américains veulent absolument conclure, parce que M. Obama a besoin d'un succès de politique étrangère. Les Russes poussent aussi dans le sens de la conclusion d'un accord. La France a une position plus réservée et elle a raison de mettre la barre un peu haut parce qu'il faut un accord, mais pas à n'importe quel prix. Si le prix à payer, c'est de laisser l'Iran accéder à la bombe nucléaire, ce n'est pas acceptable, naturellement, pour personne. Et donc, il faut que cet accord nous fournisse des garanties suffisantes pour considérer que l'Iran a l'énergie nucléaire civile, mais n'aura pas les moyens de se doter d'une arme nucléaire. Cette négociation est en cours. Je ne vous dirai pas comment elle va aboutir. Je n'en sais pas plus que vous. Je ne suis pas au cœur de la négociation. Mais si elle aboutissait dans des conditions favorables, je pense que ce serait la seule petite éclaircie dans le ciel du Proche-Orient, parce que ça permettrait peut-être d'avancer dans la résolution du problème syrien,
où Bachar el-Assad n'est plus qu'un pion, qui ne compte plus. Ce qui compte, c'est l'Iran, naturellement, et le soutien qu'il apporte à ceux qui luttent contre Daesh. Et donc, ça permettrait peut-être de débloquer un peu la situation. Voilà pourquoi cette négociation avec l'Iran doit être suivie avec la plus grande vigilance et la plus grande attention. Et vous parlez de l'Iran comme acteur clé des problèmes actuels au Proche-Orient, mais la Syrie aussi en fait partie. Et aujourd'hui, les États-Unis se rapprochent de Bachar al-Assad pour lutter plus efficacement contre Daesh, selon eux, puisque Bachar al-Assad serait le moins pire de leurs ennemis. N'êtes-vous pas d'avis qu'une collaboration entre nos gouvernements et Bachar al-Assad serait envisageable dans la mesure où Daesh représente un danger plus important et qui touche notamment la population syrienne maintenant ? Bachar el-Assad, 250 000 morts. Crime contre l'humanité, crime de guerre, reconnu par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Plusieurs millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur, en Jordanie ou au Liban. Une responsabilité écrasante. C'est lui qui a fait le lit de Daesh. Quand les manifestations ont commencé à Damas en 2011, dans la foulée de ce qui s'était passé en Tunisie et en Égypte, que demandaient les manifestants ? Il n'y avait pas un seul représentant de Daesh dans les rues, qui n'existait pas. Les manifestants, ils demandaient un peu de liberté, un peu de démocratie, comme les Tunisiens ou les Égyptiens. Quelle a été la réponse de Bachar ? La répression immédiate et la plus sanglante. Aucune espèce d'ouverture, d'aucune sorte, malgré toutes les tentatives que nous avons faites. Envoi d'une mission de médiation de la Ligue arabe, envoi d'une mission de médiation des Nations unies, rien. Refus total, et c'est ça qui a amené la radicalisation de l'opposition, l'apparition de la frange la plus extrémiste des djihadistes, c'est-à-dire de Daesh. Et donc l'idée qu'aujourd'hui on peut collaborer, je reprends vos termes, avec Bachar, moi, elle me sort par les oreilles. Donc qu'il faille ensuite se remettre autour de la table pour trouver une solution politique à la situation en Syrie, oui, bien sûr. J'ai parlé du rôle que peut jouer l'Iran, j'ai parlé du rôle que peut jouer la Russie, qui est en train de se rendre compte que Daesh fait contagion en Tchétchénie et dans les pays du Caucase, et qui aurait tout intérêt à trouver une solution politique aussi. Et donc, peut-être avec un certain nombre de forces gouvernementales actuelles de la Syrie qui sont autour de Bachar, c'est dans cette direction qu'il faudra aller. Mais l'idée d'une collaboration avec Bachar, bon, j'ai dit un jour que pour moi, la morale avait encore un rôle à jouer en géopolitique. Je me suis fait moquer par des tas de gens en disant que j'étais un zozo naïf et que la morale n'avait rien à voir avec tout ça, que c'était la réelle politique et qu'on pouvait s'allier avec le diable. J'ai bien conscience qu'on ne fait jamais la paix qu'avec ses adversaires, dans une guerre. On ne fait pas la paix avec ses alliés ou avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Donc il faudra bien faire la paix, mais il y a façon et façon de le concevoir et de l'organiser. Très bien, et donc dans un cadre plus restreint, passons maintenant à la question européenne. En effet, l'Union européenne est de plus en plus controversée aujourd'hui. Un récent sondage montre que 41% des Français considèrent que l'appartenance à l'Union européenne est plus un inconvénient qu'un avantage, alors que seulement 25% estiment que c'est un atout. Quelle est donc votre vision quant à l'avenir de l'Europe ? Quelles sont vos propositions pour relancer le projet européen et le désir d'Europe ? Je suis plus européen que jamais. Et le rôle des hommes politiques, ce n'est pas toujours de suivre la majorité de l'opinion. Il y a des moments où il faut dire non, là vous vous trompez. Ça, c'est pas vrai. Et il n'est pas vrai que l'Europe soit pour nous un handicap ou une menace. C'est une chance extraordinaire. Alors je ne vais pas vous faire la litanie parce qu'il paraît que vous vous en fichez et que ça ne vous concerne plus. Enfin quand même. Moi, je suis né juste après la guerre. J'ai quand même regardé ce qui s'était passé sur le continent européen jusqu'en 1945. Nous nous sommes étripés, massacrés, dans des conditions abominables. Eh bien, l'Europe, quoi ? Elle nous a apporté la paix, la réconciliation franco-allemande, qui dure aujourd'hui depuis plus de 50 ans. C'est un acquis extraordinaire. Et casser ça, ce serait totalement irresponsable. C'est déjà le premier élément qui fait de moi un Européen plus convaincu que jamais. Et puis, dans le monde où nous sommes, l'Europe, naturellement, nous protège. L'euro nous a protégés. Si nous étions restés au franc français, je me souviens en 1995, quand j'étais Premier ministre, le gouverneur de la Banque de France, à l'époque, était dans mon antichambre parce qu'on avait déjà beaucoup de problèmes financiers, de déficit et de dette. Et il me disait, si tu ne prends pas des mesures drastiques dans un délai bref, le franc sera dévalué. Très bien. Alors je sais bien que la dévaluation
parfois un mirage pour certains, pour moi c'est un appauvrissement du pays et un appauvrissement des plus modestes en général, une dévaluation. Donc l'euro nous a protégés contre cela. Il a apporté à notre agriculture un plus extraordinaire. Elle a apporté. L'Union européenne, pendant des décennies, la politique agricole commune nous a permis de rester parmi les plus grandes puissances agricoles du monde, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Et je pourrais prolonger la liste de tout ça. L'ouverture des marchés, la réalisation du marché unique nous a apporté aussi un plus de croissance incontestable. Nos principaux partenaires commerciaux aujourd'hui, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les États-Unis, ce sont les pays européens, nos voisins. Et c'est un marché qui, évidemment, porte notre économie. Donc, je ne vais pas développer les arguments. Moi, je suis plus que jamais convaincu que l'Europe fait partie de notre avenir et que dans le monde qui nous entoure, avec ce qui se passe sur les marges de l'Europe du côté de l'Ukraine, casser la construction européenne, comme ça se produirait si nous quittions l'euro, par exemple, mais c'est une irresponsabilité totale. Et je me battrai avec toute mon énergie pour éviter cela, en rassemblant ceux qui ont bien conscience que l'Europe fait partie de notre avenir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à changer en Europe? Évidemment non. Si les Français ont ce sentiment de rejet, qui n'est pas aussi majoritaire qu'on veut bien le dire, ça dépend des sondages, c'est parce que l'Europe dysfonctionne, c'est parce qu'elle s'occupe de trop de choses, c'est parce qu'elle produit trop de normes, encore que. Ça aussi, on ne le dit pas suffisamment, c'est l'administration française qui en rajoute souvent. Hein. Les responsables agricoles, quand j'ai visité le salon de l'agriculture il y a un mois ou 15 jours, me disaient, si déjà on arrivait à obtenir qu'aucune norme française qui nous est appliquée ne soit plus stricte, plus rigoureuse que la norme européenne correspondante, on aurait fait un pas formidable dans la simplification. Donc ne faisons pas porter à Bruxelles des responsabilités qui sont les nôtres. C'est nous qui en rajoutons. Bon, il n'en reste pas moins que Bruxelles légifère, réglemente trop, qu'elle s'occupe de trop de choses secondaires et qu'au nom de ce fameux principe de subsidiarité, il faudrait rapatrier un certain nombre de choses au niveau national. C'est incontestable. Mais il faut aller de l'avant. Moi, j'ai 2 idées ou 3 idées sur la façon d'aller de l'avant. D'abord, il faut mieux intégrer la zone euro. On ne peut pas avoir une monnaie unique qui est une chance pour nous. On ne peut pas avoir une monnaie unique si on n'a pas une politique monétaire commune. On l'a. On a une banque centrale qui fonctionne plutôt bien. Si on n'a pas rapproché les règles budgétaires, on l'a fait. Ça me fait doucement rigoler quand j'entends dire que nous sommes mis en tutelle par Bruxelles sur le plan budgétaire. C'est nous qui l'avons voulu. C'est nous qui avons demandé un gouvernement économique et budgétaire de l'Union européenne. C'est nous qui avons préparé le traité sur la coopération et la stabilité en Europe et qui avons défini les critères à respecter. Alors n'allons pas nous plaindre qu'on nous applique ce que nous avons demandé. En revanche, il n'y a pas suffisamment dans la zone euro d'intégration fiscale et on ne pourra pas fonctionner éternellement avec une monnaie unique et des systèmes fiscaux aussi divergents que ceux que nous avons. Voilà le pas supplémentaire qu'il faut franchir dans l'intégration. Mais pardon, je suis un peu long sur l'Europe, mais ce n'est pas un truc à quoi on peut répondre en 3 coups de cuillère à peau. Mais tout ceci n'a de sens que si derrière, il y a un projet politique. Est-ce que nous avons vraiment l'intention de faire quelque chose ensemble sur la scène mondiale? Est-ce que nous voulons vraiment que l'Europe soit un acteur sur la scène mondiale? Et ça dépend quasi exclusivement de la volonté de la France et de l'Allemagne. Est-ce que la France et l'Allemagne sont prêtes à relancer ce projet politique? Il y a point d'interrogation. Et le point d'interrogation, il est lié en grande partie à la situation de la France aujourd'hui, qui est affaiblie. Et l'Allemagne n'a pas confiance dans une France affaiblie. L'Allemagne n'a pas envie d'assurer le leadership en Europe, pour des tas de raisons, notamment historiques. Elle veut que ce soit la France qui soit avec elle en initiative. Et nous ne sommes pas en initiative, nous n'en avons pas les moyens, donc il faut que nous reprenions notre rang en Europe pour relancer la construction européenne dans cette perspective. C'est un projet peut-être utopique, mais j'ai dit quelque part qu'il fallait un peu d'utopie en politique pour essayer d'avancer. Et puis autour de cette Europe plus intégrée, il y aura une grande Europe plus souple, où la Grande-Bretagne trouvera peut-être sa place dans une sorte de grand marché qui lui convienne. Voilà un peu ma vision. Enfin, dernier point, il faut que cette Europe aussi, elle s'intéresse à des politiques communes qui soient vraiment prioritaires. Et je n'en citerai que 2, l'énergie. Nous n'avons pas véritablement de politique énergétique commune, alors que c'est un enjeu formidable. Si les pays européens, les 18 de la zone euro, parlaient d'une seule voix à la Russie, on n'aurait sans doute pas besoin de prendre des sanctions parce que la Russie a besoin de vendre son gaz aussi. Donc une politique de l'énergie commune. Et puis, il faut qu'on existe dans la société numérique qui est en train de se développer. Aujourd'hui, quand on prend les 20 plus grandes entreprises numériques au monde, 80%, mes chiffres sont peut-être inexacts, à quelques pourcentages près, sont américaines.
10 ou 15% sont chinoises et 0% européennes. Donc là, on aurait des choses à faire. Très bien, merci. Donc nous allons maintenant passer à quelques questions rapides et un peu plus informelles, avant de laisser la parole au public. Donc ça veut dire qu'il faut que je réponde rapidement voilà. et informellement. Il faut donc être spontané, Monsieur Juppé. Alors, un journaliste a demandé à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'Alain Juppé ferait un bon président de la République? Il y avait longtemps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci de répondre, il ferait un bon maire de Bordeaux. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy ferait un bon président de la République en 2017? Il a été un très bon président de la République en 2012. Ah pardon, en 2007. Bon, c'était un pur lapsus. Alors, seconde question. Quel est votre plus grand atout pour la campagne et quel est votre point faible? J'aime pas trop parler de moi. Il y a tellement de gens qui m'observent pour parler de mes qualités et de mes défauts que je leur laisse le soin de le faire. Je dirais simplement une chose. Une élection présidentielle, ça se joue sur un projet, naturellement, et j'en aurai un. Il est en cours d'élaboration, en avance. J'essaye de le co-construire avec le plus grand nombre de gens. Ça se joue aussi sur le choix d'une personne. En qui les Français, en 2017, auront-ils confiance? En qui se diront-ils, tiens, celui-là, c'est celui à qui on a envie de faire confiance pendant les 5 ans qui viennent? Voilà, c'est la réponse à cette question qui fera la différence. Et ça me rend confiant. J'ai dit 5 ans parce qu'un de mes grands atouts, c'est que moi, je ne serai pas préoccupé par ma réélection. Alors, à propos de l'UMP, en trésorier de l'UMP, vous verriez qui comme trésorier, qui verriez-vous le mieux, pardon? Jean-François Copé ou Patrick Balkany? Joker. Alors maintenant, supprimeriez-vous les 35 heures? Elles n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui et je crois qu'il faudra redonner de la liberté de discussion, de négociation aux entreprises ou aux branches pour les petites entreprises. L'ISF? J'ai pris position pour sa suppression. En la matière, j'ai tout fait. J'ai appartenu à un gouvernement qui l'a supprimé, on l'a oublié. J'ai été Premier ministre d'un gouvernement qui l'a aggravé, c'était une bêtise. Et je pense qu'aujourd'hui, que c'est un frein à l'orientation de l'épargne française vers le financement en fonds propres de nos entreprises. Le cumul des mandats? Oui, comme je ne suis plus cumulard, je suis contre. Un échelon administratif? Si oui, lequel? Voilà, je ne vais pas ranimer le débat, enfin, sauf que ça a eu lieu. Moi, je pense depuis longtemps que la bonne organisation administrative, c'est des intercommunalités et c'est des régions. Voilà, donc vous en tirez la conséquence que vous voyez. Et enfin, supprimeriez-vous la liberté d'aller voter ou non? L'obligation d'aller voter? Non, je sais que l'idée du vote obligatoire séduit beaucoup. Écoutez, je fais mienne parfois cette formule du président Pompidou. Je ne sais pas si je lui ressemble un peu, enfin, non, pas encore, tout à fait. Mais cette maxime, c'était « n'emmerdez pas les Français ». Donc ne créons pas des obligations supplémentaires. Si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Donc il faut leur donner envie d'aller voter. Et d'ailleurs, quand ils ont envie, quand ils voient que le débat est stratégique, que leur avenir en dépend, ils y vont. Et aux élections présidentielles, ils continuent à voter. Nous allons maintenant vous demander de qualifier par un adjectif chacune des personnalités suivantes. Alors. Au bout de 2 heures de débat, c'est cruel, c'est cruel. Il faut encore avoir des neurones qui fonctionnent. On va essayer. François Bayrou. Béarnais. Emmanuel Macron. Pardon? Emmanuel Macron. Décalé. Marine Le Pen. Oh, bon. Démago. François Hollande. Empêtré. Et la personnalité que nous avons reçue donc, il y a 15 jours, Christiane Taubira. Je l'ai dit, moi je déteste les attaques personnelles, surtout quand elles ont une connotation raciste. C'est indigne, mais je ne partage absolument pas sa politique pénale. Et donc on va finir sur une note bordelaise. Parlons à présent vin de Bordeaux, Château Latour ou Château Margaux? Ah ça là, j'ai refusé depuis 20 ans de me prononcer, parce que je suis sûr de m'embrouiller avec les... Je les aime tous.
Très bien, merci Monsieur Juppé d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc maintenant passer la parole au public. Donc des micros vont circuler dans la salle. Merci de vous signaler si vous voulez poser une question. C'est sur l'Europe et la politique internationale. C'est bon ? Bien, merci à vous, Monsieur Juppé, d'être venu ici. J'avais une question sur l'Europe. Vous avez parlé d'une nécessité d'une Europe politique. Et je pensais justement aux récents événements qui sont arrivés avec Madame la ministre des Affaires étrangères suédoise, quand elle a parlé de pratiques moyenâgeuses en termes de juridiction saoudienne. Et il y a un sacré silence en Europe, alors que ce sont des valeurs qui sont défendues par la plupart des pays européens. Et je me demandais justement pour quelles raisons et qu'est-ce que vous diriez à ce sujet. J'ai pas bien compris ce que vous disiez sur la ministre des Affaires étrangères. Elle a qualifié l'Arabie Saoudite de mettre en place des pratiques juridiques qui sont moyenâgeuses. Ah oui. Et donc il y a maintenant un embargo des hommes d'affaires de Suède en Arabie Saoudite, etc. Donc voilà. Je voulais juste savoir quel serait votre avis là-dessus et si vous pensez que c'est justement en donnant des vrais avis politiques que l'Europe pourrait se souder un peu plus. Oui, je crois que le régime saoudien et surtout la conception de l'islam qui est celle de l'Arabie saoudite, qu'on appelle le wahhabisme, est très éloignée de nos propres valeurs, et en particulier s'agissant de la condition de la femme. Et donc notre rôle, c'est de le dire. Cela étant dit, après avoir proclamé tout à l'heure que la morale devait occuper une grande place en politique étrangère, le réalisme aussi. L'Arabie saoudite est un acteur majeur dans la région, et donc c'est un de nos partenaires. Nous devons lui faire passer des messages. Je vous signale que le précédent roi avait commencé à faire évoluer un peu son régime. Il avait donné le droit de vote aux femmes aux élections municipales dans certaines conditions limitées. Donc voilà, nous avons à rappeler nos principes sans entrer en conflit avec la terre entière. Bonsoir monsieur. Je voulais savoir, donc vous avez toutes les réformes que nous avez présentées. Je voulais savoir comment vous allez faire pour éviter l'opposition de la population, comme en 1995 ou comme pour la réforme des retraites de Sarkozy. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que la France est prête à faire des réformes? Est-ce que vous avez une méthode qui vous garantit de faire accepter les réformes parfois un petit peu vigoureuses que vous proposez? C'est effectivement une question tout à fait légitime. Je pense, pour ma part, que la France est prête aux réformes, qu'elle n'est pas un pays immobile et totalement allergique au changement. Et je n'en prendrai qu'un seul exemple, c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans dans notre enseignement supérieur, avec l'autonomie, qui était un repoussoir il y a 15 ans et qui aujourd'hui est accepté, y compris dans les universités publiques les plus conservatrices. Et je prends l'exemple de ce qui se passe dans la relation entre université et entreprise. Le président de Bordeaux me disait récemment, il y a 15 ans, quand je disais à des chercheurs qu'il fallait trouver des partenaires privés, c'était vadere retro satanas. Le capitalisme n'entre pas à l'université. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul laboratoire de recherche qui ne coopère avec des entreprises privées, soit dans le cadre des pôles de compétitivité, soit dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Donc vous voyez que la France est capable de mouvement, elle est capable de bouger. Aujourd'hui, je crois que les Français sont conscients que des réformes profondes sont nécessaires. Je pense en particulier que sur les retraites, la prise de conscience est faite et que les réformes sont aujourd'hui possibles, à condition d'être préparées, d'être co-construites, d'être accompagnées et d'avoir le soutien populaire. C'est la raison pour laquelle il est très important de se faire élire sur un programme de réforme qui dise la vérité aux Français. Et moi, si je suis candidat jusqu'au bout, et je le serai si je gagne des primaires, bien entendu, eh bien, je dirai très clairement, voilà ce que je vous propose, et j'estimerai que j'ai un mandat pour le faire, et après on le fera. Bonsoir, Monsieur Juppé. Encore une question sur le régime des retraites. Plus précisément sur le problème des retraites, puisque à 23 ans, on se sent déjà concerné. La question est de savoir, aujourd'hui, on est face à un régime avec une cotisation obligatoire, et à côté de ça, on a un régime où on a un gel de l'indice des retraites. Tous les 2 ans, la sonnette d'alarme est tirée. On nous explique que les caisses de retraite ne vont plus pouvoir payer. Vous qui vous dites européen et qui croyez en l'Europe, et l'Europe étant libérale,
Ne pensez-vous pas que la solution serait une privatisation de ces régimes de retraite, comme on peut retrouver en Grande-Bretagne ? Non, ce n'est pas une piste que je suis. Je pense que les Français sont attachés à leur modèle social et que dans ce modèle social, il y a une solidarité qui conduit à avoir des régimes de retraite financés par des cotisations, payées à la fois par les salariés et par les entreprises. Donc je suis attaché à ce système. Alors il faut le faire évoluer, j'ai dit ce que j'en pensais. Vous avez raison de vous inquiéter, hein. Vous avez raison d'être vigilant, même à 23 ans. Je pense que la meilleure façon de rééquilibrer les régimes, c'est le décalage de l'âge légal du départ à la retraite, comme l'ont fait la plupart des pays autour de nous d'ailleurs, parfois jusqu'à 67 ans. C'est ensuite l'avancée vers l'unification des régimes de retraite. C'est vraisemblablement des incitations à des régimes complémentaires par capitalisation qui permettraient en outre de constituer des fonds d'investissement ou des fonds de pension qui seraient bien utiles pour le financement de nos entreprises. Et c'est enfin une réflexion sur la réforme de fond que constituerait le passage à une retraite par points qui permettrait à chacun d'acquérir un certain nombre de points et de pouvoir calculer très précisément l'âge de son départ à la retraite et les conditions de son départ à la retraite. Voilà les pistes que j'explore et que je proposerai, et pas de basculer sur une privatisation de ces systèmes. Bonsoir, Monsieur Juppé. Vous disiez en début d'intervention que vous vouliez réconcilier les Français. Je voulais savoir comment concrètement vous comptez redonner de l'amour de la patrie aux Français. Ils en ont plus qu'on ne pense de moralité. Il ne faut pas non plus dramatiser. Et je vois partout des élans de générosité extraordinaires, hein. Les associations en France constituent un tissu formidable d'action de solidarité. Le bénévolat est une réalité. Vous avez des tas de gens qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres, soit dans le domaine purement social, soit même dans le domaine de l'entreprise. Le nombre de cadres d'entreprise qui font du monitoring de jeunes Français pour les accompagner dans la recherche de travail est très important et ça marche très bien. Donc il y a une puissance de générosité chez les Français qui est bien supérieure à ce qu'on dit parfois. Je le répète, ne caricaturons pas la situation. Alors, il y a des tensions, pas les nier non plus, bien sûr, on les voit ici ou là. Moi, je crois que la seule solution, c'est le dialogue. Il faut se parler, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas? C'est parce qu'on ne se connaît pas, c'est parce qu'on ne se comprend pas. C'est l'ignorance qui est la mère de la peur, et la peur engendre toutes les discriminations possibles. Donc, créons des instances de dialogue. Je vais prendre un seul exemple qui concerne le domaine du dialogue interreligieux. J'ai créé à Bordeaux, sur le modèle de ce que font d'autres villes, une petite instance qui s'appelle Bordeaux Partage, qui réunit régulièrement le cardinal, le grand rabbin, la présidente des protestants, le recteur de la mosquée, il y a même la représentante des bouddhistes. L'autre jour, je recevais à Bordeaux la Grande Loge de France ou le Grand Orient de France, et je leur ai même proposé que les maçons y prennent part. Donc on se réunit tout simplement pour parler, pour mieux se comprendre, et on organise régulièrement des rencontres ouvertes au public. La dernière, c'était les religions, juste après l'affaire de Charlie, le drame de Charlie. La question, c'était les religions, source de violence ou de paix sociale. Et tous les chefs religieux qui étaient là se sont exprimés. Moi, je dis rien, je regarde et je les écoute. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer ce sentiment qu'on appartient à une communauté nationale où on peut être différent tout en se respectant. Donc, le dialogue et le respect mutuel. Oui, dans le cadre des primaires pour les élections présidentielles de 2017, donc il y a déjà des candidats probables, il y a déjà vous qui vous êtes déclaré. Vous avez déjà été condamné par la justice dans le cadre des emplois fictifs de la mairie de Paris, alors qu'un de vos concurrents, dont je tairai le nom, a le statut de témoin assisté dans plusieurs enquêtes. Ne pensez-vous pas que justement la campagne va se résumer plutôt à un déballage d'affaires judiciaires plutôt qu'à un débat d'idées? Ne craignez-vous pas ça? Écoutez, merci de me rappeler ce souvenir qui me fait chaud au cœur. Je vous dirais simplement que moi, j'ai payé. Hein. J'ai payé pour les autres, sans doute, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, mais je ne m'en plains pas, parce que c'est le choix que j'ai fait. Et je voudrais simplement ajouter que dans le jugement de la Cour d'appel, il est écrit noir sur blanc que je n'ai pas mis un sou dans ma poche, et qu'à aucun moment je n'ai été soupçonné d'enrichissement
personnelle. Voilà. Je ne porterai pas de jugement sur ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas mon problème, c'est à la justice d'en décider. Alors on peut avoir deux attitudes vis-à-vis de tout ça. On peut considérer que le droit à l'oubli n'existe pas et que 15 ans après ou 10 ans après, on peut encore y trouver une objection. Voilà. J'ai un peu le sentiment que, en me réalisant très largement comme maire de Bordeaux, les électrices et les électeurs m'ont donné ce droit à l'oubli. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais savoir quel est votre avis sur le traité transatlantique TAFTA qui est en cours, et est-ce que vous pensez qu'il pourrait relancer l'idée d'intégration qu'on voit qui est peut-être en perte de vitesse en Europe? Est-ce que vous pensez que cette idée peut être relancée avec ce traité en cours? Moi, je pense que les échanges commerciaux sont source de croissance. Et l'histoire récente, au cours des 20 ou 30 dernières années, l'a montré. Donc la lutte contre les barrières tarifaires ou les normes qui paralysent les échanges va dans la bonne direction. Et de ce point de vue, je pense que nous avons raison de négocier ce traité, comme nous venons d'en négocier un avec le Canada. Ça, c'est sur les principes. Alors maintenant, sur les modalités, d'abord, ça se fait dans une opacité qui explique beaucoup de réactions négatives. On ne sait pas ce qui se négocie. Alors je sais bien qu'une négociation comporte une part de secret, mais enfin le Parlement européen et les parlements nationaux seraient un peu mieux informés de ce qui se passe. Je pense que ça faciliterait les choses. Deuxième remarque, il ne faut pas être angélique. Les États-Unis, j'imagine, dans votre esprit, sont les champions du libéralisme économique. C'est du pipeau. Il n'y a pas de pays plus apte à utiliser les systèmes de protection que les États-Unis. Quand ça les arrange, ils sont tout à fait protectionnistes. J'ai vécu ça même dans la relation avec le Canada, quand j'y étais, sur le bois d'œuvre, par exemple, ou sur d'autres sujets. Pour un oui, pour un non, ils invoquent la sécurité nationale et protègent leurs intérêts. Donc ne soyons pas naïfs et ne lâchons pas tout et n'importe quoi, dans n'importe quelles conditions. Je me réjouis qu'en particulier les industries culturelles, qui font partie de ce bien commun que nous partageons, notre culture, eh bien, ne soit pas sur la table dans le processus de libéralisation. Troisièmement, il y a un point qui mérite attention, c'est pas très bien où en est la négociation de ce point de vue-là, ce sont les procédures d'arbitrage, et je comprends parfaitement les inquiétudes de ceux qui se disent un panel non étatique pourra, sur la saisine d'une entreprise, condamner un pays pour non-respect des dispositions du traité. Je pense que ça pose problème et qu'il faut y regarder à deux fois avant de signer un tel traité. Donc, sur le principe, je pense qu'il faut y aller. Sur les modalités, il faut être tout à fait vigilant. On peut dire que le centre et la droite ont incontestablement gagné les départementales. Du coup, dans les médias, on ne voit pas les divisions au sein de ces partis. Mais est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut concilier votre position qui veut éviter les clivages, par exemple, sur le port du voile ou sur des questions polémiques comme ça, et les positions d'une Nadine Morano qui poste sur Twitter des photos de femmes sur la plage ou qui est... Enfin, de l'histoire de la burqa qui a beaucoup fait polémique. Est-ce que vous pensez que vous pouvez cohabiter au sein d'un même parti? Ben oui, on peut cohabiter avec un peu d'intelligence réciproque. La burqa, je ne suis pas pour. Le voile intégral, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans l'espace public français, tout simplement parce que c'est contraire au principe d'identification des personnes. Et la loi le prohibe, donc j'ai aucun problème avec ça. Le problème, il se pose sur ce qu'on appelle le voile et qui est souvent un foulard. Bon, bien, bah, écoutez, c'est pas un drame. Et un parti politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tous en colonne par un derrière le chef. Ça peut être une diversité de perception ou de sensibilité, à condition que le socle commun soit là. Et le socle commun, il est là, la laïcité, avec une interprétation de ce principe qui peut être totalement rigide et sourcilleuse, ou une interprétation plus intelligente et plus souple. Je voudrais revenir sur les clivages qui existent au sein de la société. Où est-ce que vous êtes? J'aime bien voir à qui je parle. C'est vous? Ah oui, pardon. Oui. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les clivages qui existent au sein de la société française. Vous avez dit en introduction que l'éducation était le berceau des réformes. Comment envisagez-vous une réforme de l'éducation qui favoriserait la cohésion sociale en France?
La réponse, elle est très simple, peut-être simpliste. L'école doit permettre la réussite. Et aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est l'échec. L'échec des 150 000 jeunes qui quittent le système secondaire sans aucun diplôme et sans aucune formation professionnelle, et l'échec des 50%, je ne sais pas si mon chiffre est tout à fait exact, mais c'est de cet ordre-là, des étudiants qui, au bout de 3 ans, se retrouvent sans rien et disparaissent dans la nature. Ça, c'est porteur d'inégalité sociale. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre l'échec scolaire? C'est un vaste sujet sur lequel je travaille beaucoup. Un consensus se dégage, ça commence à l'école primaire. C'est là que tout se joue. Et même à l'école élémentaire. Nous avons un système en France où on dépense plus que la moyenne de nos partenaires européens au lycée et moins à l'école élémentaire. Il faut remettre le paquet sur l'école élémentaire parce que c'est là que ça commence, notamment dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Il faut renforcer dès la grande section de maternelle, mais surtout dès la grande section, la première section, l'année préparatoire du CP, il faut renforcer les heures d'apprentissage du français et des mathématiques, et il faut déjà personnaliser ou diversifier les parcours de formation en fonction des capacités des élèves. C'est absolument essentiel. Des expériences ont été faites en ce sens. Il faut aussi revoir les méthodes d'enseignement de ces savoirs fondamentaux. Il y a eu en France un grand désastre au cours des dernières décennies, c'est la prise de pouvoir des spécialistes des sciences pédagogiques, ou réputé telles, sur l'inspection de l'éducation nationale, avec notamment cette espèce de vertige qui nous a pris de la méthode globale, dont on sait qu'elle ne marche pas. Toutes les tests qui ont été faits montrent qu'elle ne marche pas. Donc revenons à des méthodes qui marchent. Des expériences ont été faites en ce sens. L'Institut Montaigne, avec l'Éducation nationale, a mené une action qui s'appelle Agir pour l'école, qui précisément se focalise sur l'école maternelle et l'école élémentaire. Les résultats sont spectaculaires en entrée en 6e. Le taux d'illettrisme baisse de manière spectaculaire. Donc, mettons le paquet sur l'apprentissage de ces savoirs fondamentaux à ce moment-là. Deuxième réforme, c'est le collège. Dans mon parti politique, on est obsédé par le collège unique, etc. Je suis arrivé à un autre concept qui est le collège commun. Il faut garder une structure où tous les enfants se retrouvent, parce que ça, c'est un facteur d'égalité. Mais il faut diversifier là, les parcours avec des classes de niveau ou des groupes de niveau qui permettent de mieux prendre en compte la maturité des enfants et leurs compétences respectives. Troisième niveau de réforme, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, c'est l'articulation entre le lycée et le premier cycle de l'enseignement supérieur pour éviter l'échec et la remise vraiment en valeur des filières professionnelles et de l'apprentissage. Et puis enfin, dernier thème de réforme qui pour moi est l'essentiel, je suis convaincu que le système éducatif ne marchera que si les enseignants sont bien dans leur peau. Et aujourd'hui, ils ne sont pas bien dans leur peau. Je ne parle pas de ce Dauphine qui va être pleinement épanoui, Monsieur le Président, j'en suis sûr, mais j'ai lancé sur mon site internet une espèce de consultation en m'adressant aux enseignants. J'ai reçu 700 à 800 contributions qu'on a dépouillées et c'est prodigieusement intéressant de voir le mal-être, leur insatisfaction au niveau de leur formation, etc. Donc remettons les enseignants bien dans leur peau en revoyant leur formation, leur gestion de carrière, le fonctionnement des établissements. Il faut créer de véritables équipes de direction dans les établissements, dans les collèges et des lycées autour du chef d'établissement. Et puis, réfléchissons à la condition matérielle des enseignants qui sont en France mal payés, beaucoup moins payés que leurs collègues allemands, par exemple. Et donc, il y a sans doute une pratique différente de l'enseignement à prévoir, avec une présence accrue, sans doute, auprès des enfants et une amélioration de la condition matérielle. En tout cas, ce problème de la condition enseignante me paraît tout à fait fondamental. On a parlé des hussards de la République. L'instituteur dans son village, il y a un siècle, c'était un personnage. Le prof de lycée dans sa ville, c'était un personnage. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Donc il faut redonner le statut que mérite cette fonction qui est absolument essentielle, puisque c'est là que tout se joue à l'école. L'école, elle a des fonctions multiples. Elle est là d'abord pour former la cervelle, la liberté de jugement, l'esprit critique. Et Dieu sait si on en a besoin. Comment mettre nos jeunes en situation de ne pas se laisser intoxiquer par les réseaux sociaux, notamment, sur lesquels ils vivent.
pour faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc ça, c'est l'esprit critique, c'est le jugement. Et c'est très important. Ensuite, c'est les savoirs de base, bien entendu. J'aurais peut-être dû commencer par là. En troisième lieu, c'est les valeurs communes, c'est les valeurs de la République, c'est l'instruction civique. En quatrième, qui font la cohésion sociale. C'est ça qu'on partage, c'est ça le bien commun partagé et qui fait l'identité heureuse. Et puis enfin, c'est la préparation, plus tard, au fur et à mesure qu'on avance, à l'insertion professionnelle et à la vie du travail. Donc vous voyez que l'école, elle a toutes ses fonctions, et c'est dire qu'elle est absolument stratégique dans la lutte contre les inégalités et dans la recherche de la cohésion sociale. Mais je pense qu'elle peut jouer ce rôle. Ce matin, je discutais avec un excellent spécialiste de ces questions, et je lui demandais son diagnostic sur le système éducatif français. Il me dit c'est la règle des 20-80. Il y a 80 qui vont bien, et il y en a 20 qui ne vont pas bien. Bon, c'est sur 20-là, évidemment, qu'il faut se concentrer, mais il ne faut pas oublier les 80 qui vont bien. Et dans les 80 qui vont bien, il y a le top qui va très bien, comme à Dauphine. Nous allons donc laisser encore une dernière question du public. Bonjour Monsieur Juppé. Je voulais savoir si dans un contexte de professionnalisation, je suis là, de l'homme politique, des hommes politiques, ne pensez-vous pas qu'on devrait retourner à la politique aux citoyens directement et en fait avoir dans les gouvernements des professionnels plutôt que des hauts fonctionnaires qui en fait ont tous en général fait la même école, mais plutôt avoir des professionnels qui savent, qui ont une expérience dans leur métier et qui pourraient sans doute apporter beaucoup de choses. Oui, je connais ce débat, comment faire en sorte qu'il y ait moins de hauts fonctionnaires dans la politique. Si on est haut fonctionnaire, c'est parce qu'on a fait le choix du service public. Donc il n'est pas complètement absurde que ce choix vous amène à un moment ou à un autre au service de la chose publique qui est la politique. Donc il y a une espèce de convergence naturelle entre les deux. Alors je sais bien qu'on dit, voilà, mais ils ont un filet de sécurité, et donc il faut supprimer ce filet de sécurité et imposer aux fonctionnaires qui font de la politique de démissionner de leur corps d'origine. C'est l'idée de Bruno Le Maire, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Parce que le problème est de faire venir à la politique des gens qui ne sont pas dans la fonction publique. Et c'est là qu'est le véritable défi. Comment y arriver ? Moi, j'ai une idée depuis longtemps, que je ne suis jamais arrivé à faire accepter par qui que ce soit, qui était de dire, plutôt que de supprimer le filet de sécurité, ou tout en supprimant le filet de sécurité des fonctionnaires, pourquoi ne pas en créer un pour les hommes d'entreprise ou les femmes d'entreprise ? Si un homme ou une femme d'entreprise hésite à se lancer, c'est parce qu'il se dit que la vie politique, elle est risquée. Nous sommes soumis très périodiquement à la sanction du suffrage. Nous n'avons pas la sanction du compte d'exploitation ou de la banqueroute ou de la faillite, certes, mais nous avons la sanction du suffrage, qui n'est pas de même nature. Mais on peut échouer. Qu'est-ce qui se passe quand on échoue ? Et mon idée, c'était de dire, sur une base interprofessionnelle, les grandes organisations professionnelles garantissent aux 10, 20, 30, 40 hommes d'entreprise qui vont se lancer dans la vie du Parlement la possibilité de réintégrer, de retrouver du boulot. Jamais je n'ai pu y arriver. Voilà, c'est comme ça. Et puis enfin, dernière question que je voudrais pas, interrogation que je ne voudrais pas être trop provocante. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes d'entreprise ne viennent pas dans la politique ? Il faudrait aussi se demander pourquoi. Hein ? Moi, j'ai une adjointe qui a fait une magnifique carrière dans l'entreprise et qui a dit, je lui ai conseillé de ne pas trop le répéter, parce que c'est des arguments, qu'elle avait perdu les 3/4 de sa rémunération en venant de la politique. Quand on fait de la politique honnêtement, et je soutiens, malgré l'idée générale profondément ancrée dans la tête des Français, que 90% des hommes politiques, peut-être plus, sont honnêtes, ben, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Voilà. Et ça aussi, c'est peut-être une interrogation que devraient se poser les gens qui ne cessent de dire « il n'y a pas assez de chefs d'entreprise dans la politique, venez !» Venez. Moi, j'ai pris sur ma liste cette femme d'entreprise qui a fait le choix de venir. Vous voyez que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et ce n'est pas une fois de plus par une règle législative interdisant à ceux-ci de faire cela. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'attirer. Il s'agit de donner envie aux gens de l'entreprise de venir dans la vie politique, et ils sont les bienvenus. Merci Monsieur Juppé d'être venu donc ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de m'avoir écouté et bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup. Et puis, puisque vous m'applaudissez, hein, rendez-vous dans 2 ans. Hein.